On peut dire que nos organisations actuelles, dans nos hôpitaux et dans la prise en charge du patient en général, sont de plus en plus impactées par les technologies d'information et de communication. Et que dans les faits, ce qu'on peut dire, c'est que si on veut que ces organisations-là se pérennisent dans les années à venir, il faudra vraiment qu'on puisse avoir des pratiques innovantes. Ces pratiques innovantes se feront en formation initiale et continue et au niveau des professionnels de santé, c'est une évidence. Donc pour cet atelier, nous avons Madame Loga qui est responsable pédagogique à Toulouse, Madame Digiot qui est assistance multimédia aussi au même endroit, au centre de formation multimédia, ainsi que Madame Laurie Camillot qui est animatrice formation. Et ensuite, nous aurons Madame Martine Borin, cadre formateur, responsable TIC à la Croix-Rouge. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer par la partie plutôt dispositif formation continue, puisque c'est ma collègue sur la Croix-Rouge qui présentera plutôt un dispositif en formation initiale, entre autres. Je vais juste faire une introduction avec des principes généraux, et après je laisserai la parole aux deux jeunes de l'équipe qui sont vraiment sur le plan informatique beaucoup plus expertes que moi et qui vous montreront le produit. Nous allons vous présenter un dispositif de formation continue qui concerne des formations que nous avons appelées les fondamentaux. Donc à l'origine, c'est effectivement une forte volonté institutionnelle au sein du CHU Toulouse que de proposer à tous les agents du CHU, si vous voulez, des formations qui seraient, ou en tout cas qui feraient appel à des connaissances de base. Donc on est sur une sensibilisation et sur des connaissances de base théoriques. Bien entendu, ce dispositif, au sein de notre organisation en formation continue, ne se substitue pas aux formations en présentiel, c'est juste un complément uniquement. Donc, l'objectif effectivement de ce grand projet, c'était effectivement de rendre accessible ce dispositif à tous les agents du CHU de Toulouse sur certains thèmes qui ont été choisis. Je vais en parler en suivant. Bien sûr que l'objectif essentiel de cette démarche, comme dans toutes nos choix en formation continue, c'est de rentrer dans l'objectif d'améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients. Donc, pourquoi le choix du e-learning, en tout cas pour la plupart de ce dispositif? Parce qu'effectivement, c'était la méthode qui nous permettait de mettre en œuvre le plus rapidement possible ce dispositif, qui pouvait tout à fait s'intégrer dans un dispositif de masse, parce que là on est sur 13 000 salariés concernés par ce dispositif. Cela permettait également, au niveau de la plateforme qu'on va vous présenter tout à l'heure, de tracer les résultats de ces formations qui seront organisées, ainsi que de tracer le public formé et d'avoir des indicateurs, parce que nous aurons des objectifs. Ce déploiement se fait sur 4 ans. Un suivi mensuel, bien entendu, et d'ailleurs on s'est engagé à ce que ce suivi mensuel au niveau de ces formations puisse être mis en lien avec tous les responsables de chaque pôle d'activité sur notre CHU. Et à terme, ce modèle et ces supports pédagogiques qui ont été mis sur la base du e-learning seront disponibles dans chaque unité pour que ce système perdure et que ça puisse être utilisé régulièrement. Les directions, soit direction de soins, qualité, la direction de la formation, elles se sont réunies et ont choisi certaines thématiques qui paraissaient essentielles. Ça concernait également un ensemble plus large du personnel du CHU. Donc, sur les thématiques qui ont été retenues, les voici. Première thématique, hygiène et prévention des infections associées aux soins, donc des bases, des connaissances de base là-dessus. Ensuite, sécurité transfusionnelle, droit des patients, identification des patients à toutes les étapes de sa prise en charge. Et on rappelle qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont retrouvées dans la démarche certification HAS et nous sommes en plein là-dedans, nous, sur notre établissement. Sécurité du circuit du médicament à la prescription, celui de l'administration. Sécurité incendie, sécurité électrique, qui sont des formations qui sont très réglementées et qui normalement devraient se réaliser chaque année pour tous les agents. On en est loin, donc au moins avec cette méthode-là, nous allons pouvoir commencer à
à s'améliorer au niveau de ces formations-là. La 8e thématique, c'est la seule qui n'est pas dans le dispositif e-learning, c'est la prise en charge d'une urgence vitale. Donc c'est vraiment des notions de base sur la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire. Ça, cette formation-là particulière se fait bien sûr en présentiel. Juste revenir à la diapo précédente, s'il te plaît, Tania, parce que du coup, je suis allée un peu trop vite. Voilà. Donc, le point de départ de ce projet, c'était effectivement de pouvoir rencontrer des experts sur chaque thématique thème de formation que nous avions retenu comme essentiel. Et donc, c'est avec des experts que nous avons conçu les supports pédagogiques, et notamment validés, bien sûr, scientifiquement avec des équipes médicales. Continue. Donc, je vais peut-être laisser la parole à l'équipe du multimédia pour la suite. Donc, en ce qui concerne ces 7 thématiques, elles ont toutes fait l'objet de validation scientifique et institutionnelle. Donc, pour la durée d'apprentissage, vous avez pour la plus courte qui dure 45 minutes, comme la sécurité incendie, la sécurité électrique, qui va donc de 45 minutes à 2 heures pour la sécurité transfusionnelle, par exemple. Donc, dans chaque thème, en fait, donc, admettons pour la sécurité transfusionnelle, vous allez avoir plusieurs activités qui devront être faites, comme le test de positionnement qui est le QCM, le cours, le QCM final et un avis sur la thématique. Juste, je me permets, en fait, chaque thématique, chaque formation est un peu composée, ou en tout cas de la même manière, c'est-à-dire que l'apprenant va visionner un cours, souvent sous forme d'un PowerPoint sonorisé avec plus ou moins un film, donc c'est quelque chose qui est assez ludique quand même. Et ensuite, à la fin de ce cours visionné, l'apprenant va répondre à un quiz qui va être une réelle auto-évaluation. Voilà. Et valide ses résultats, et si les résultats sont faux, il y aura la réponse qui s'affichera, ainsi que le renvoi à la diapositive qui complétera la réponse. Voilà, donc les outils mis à disposition par la plateforme Learneos sont très adaptés et simples d'utilisation. Voilà. Donc ce tableau juste reprend il n'est pas très visible, désolé, mais en fait ce tableau reprend toutes les thématiques qui ont été choisies. Donc on a indiqué également la durée sur chaque thématique, en sachant que le cours ne dure pas par exemple 45 minutes, mais va durer par exemple 20 minutes, et on laisse un temps suffisant à l'apprenant pour éventuellement revenir sur certaines diapositives, enfin bon, voilà, pour pas que ce soit quand même une formation flash, mais qu'il ait le temps quand même d'ingurgiter certaines notions. Ensuite donc, avec les experts, nous avons bien sûr fixé des objectifs sur chaque thématique, et on a également ciblé le public qui serait concerné par les thématiques, parce que bien entendu qu'un agent administratif par exemple ne sera pas concerné par toutes ces thématiques. Il sera concerné par des formations plus généralistes, type sécurité incendie, sécurité électrique, mais on ne lui fera pas faire la thématique sécurité transfusionnelle, bien entendu. Juste pour vous donner une idée dans ce dispositif, une infirmière en soins qui a réalisé le dispositif complet avec toutes les formations, ça équivaut à peu près à 1 jour et demi de formation. Voilà. Donc nous avons établi une première phase test sur un panel cible. Ils ont évalué surtout la contenance pédagogique, donc ce qui nous a permis d'apporter des modifications importantes au niveau du PowerPoint, du cours, de la voix, ainsi que des QCM. Donc toujours dans un souci de qualité. Après cette première phase test, nous sommes passés donc à la deuxième phase test, qui était un peu plus importante. Nous l'avons apportée auprès du CHU de Toulouse, sur le site de Rangueil et Purpan, auprès d'un pôle clinique et d'un pôle administratif. Oui, parce que l'intérêt était effectivement qu'on puisse tester ce dispositif en live, là, vraiment dans les conditions réelles, sur un public soignant et sur un public non soignant. Voilà, donc là, cette fois-ci, sur ces tests-là, nous avons testé le support pédagogique, mais aussi les modalités d'organisation. Pour qu'on puisse établir en fait ces formations, les planifier, le centre de formation multimédia a mis en place un outil de planification, en plus de la plateforme e-learning, pour que chaque cadre puisse planifier quand ils veulent leurs agents.
Donc nous avons aussi testé ce dispositif-là, ainsi que les moyens mis à disposition, sachant que ces formations-là peuvent être suivies soit en salle dédiée, donc nous en avons une sur Purpin et une sur Rangueil, en PC interne dans les services, et également sur poste de travail. Donc nous avons testé pour les salles dédiées la présence d'un animateur dans une salle. Voilà. Donc ce qui a été le retour de la deuxième phase test, la durée des formations a été surévaluée. Beaucoup d'apprenants finissaient plus tôt que prévu leur formation. Donc nous avons Et le contenu pédagogique, certains QCM étaient ambigus, enfin certaines questions de QCM étaient ambiguës, donc nous avons fait un retour auprès des experts pour qu'ils puissent reformuler ces questions-là. Et l'outil de planification qui s'est avéré très adapté pour les cadres. Voilà. Nous avons aussi, grâce à la partie avis sur tous les thèmes, évalué donc les formations sur cette deuxième phase test. Là, c'est vraiment l'évaluation des apprenants. Voilà, des apprenants sur la deuxième phase test. Donc, ils ont trouvé une bonne prise en main de l'outil e-learning Learneos. Ils ont trouvé que le cours visuellement était vraiment aidant pour la compréhension de leur formation, que le contenu était adapté à leur niveau et que le QCM d'évaluation, ce qui permet de savoir s'ils ont bien compris leur formation, était aussi très bien adapté. En fait, on a eu quand même une réelle bonne surprise. Et sur cette phase de test, voilà, autant sur le plan pédagogique que le support informatique, parce qu'il y a toutes les générations dans notre personnel. Il y a des gens qui ne sont pas très familiarisés avec l'outil informatique, donc grâce également aux formateurs présents en salle, mais vraiment, bon, ça leur a paru effectivement très accessible. Non, c'est encourageant. Oui. Donc les retours que nous avons fait de cette deuxième phase test, donc comme je vous disais précédemment, la réduction de certains thèmes. Donc maintenant un parcours complet e-learning dure de 7h45, soit un gain d'1h15 comparé à la première phase test. Nous avons donc reformulé certaines questions de QCM, amélioré les consignes lors de la connexion à la plateforme e-learning, donc l'animateur en salle a amélioré sa performance au niveau de l'explication. Et l'amélioration du suivi et information complémentaire, c'est-à-dire que nous pouvons maintenant, grâce à l'outil de planification qui a été fait par le centre de formation, envoyer un mail au cadre quand son agent n'est pas venu en formation et également quand il est absent et quand il est en retard. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser place à Tania qui va vous montrer l'outil e-learning. Normalement, l'apprenant se connecte à la plateforme d'e-learning via l'intranet. Étant donné que ce sont des formations qui sont obligatoires et qui sont à faire sur le lieu de travail. Je vais vous présenter, voilà, du coup, puisqu'on est capture d'écran. Donc en fait, l'apprenant, via l'intranet, accède au portail de formation, ici. Puis en cliquant en bas à droite via les fondamentaux, va pouvoir accéder à la plateforme d'e-learning. Donc une fois qu'il est sur la plateforme, on lui aura communiqué ses identifiants, son mot de passe. Il pourra rentrer donc sur la plateforme qui sera personnalisée avec en fait au centre tout ce qui va concerner les procédures, un rappel du mode de fonctionnement, comment accéder aux cours, comment accéder aux auto-évaluations. Avec également le support technique s'il a besoin, c'est-à-dire s'il n'est pas en salle dédiée, s'il est sur son poste de travail ou si éventuellement il est dans son unité, qu'il a besoin d'aide, qu'il puisse appeler le centre de formation. Sur la droite, en fait, on va reprendre tous les modules ou les thèmes auxquels il est inscrit. Donc en fait, selon le grade de l'agent, comme on a vu tout à l'heure, le parcours sera différent. Donc c'est sur la droite qu'il aura la liste de ces thèmes. Selon les thèmes, donc le préambule va être une présentation, donc tous les agents l'auront. Et ensuite, selon les thèmes, on va voir ce qu'on appelle une auto-évaluation au départ, c'est ce dont parlait Laurie, c'est un test de positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent va pouvoir faire un test sous forme de QCM pour voir un petit peu avant cette formation quel niveau il avait.
Ensuite, la petite barrette bleue va correspondre au pour. La deuxième barrette orange, auto-évaluation, va correspondre à un QCM, un test final, qui celui-là ne sera accessible qu'une seule fois et qui permettra en fait d'évaluer l'apprenant à la suite de sa formation. En tout dernier, on va avoir l'avis. C'est à partir de ces avis-là qu'on a pu un peu remonter les phases de test et savoir un petit peu comment ils avaient ressenti les formations. Donc pour vous présenter un cours, ça va être très statique. Donc en fait, les cours sont des PowerPoint sonorisés. Alors en fait, sur la droite, ici, vous avez le plan de chaque diapositive, ce qui permet en fait à l'apprenant de pouvoir naviguer, une fois qu'il aura lu son cours ici, de pouvoir se promener et revenir d'avant en arrière sur les diapositives. Donc ici, après, c'est une barre de lecture traditionnelle avec la pause, l'avance et le recul. Toujours sur ce côté-là, en plus du plan, on va avoir la recherche qui va permettre à l'apprenant, en tapant un mot, de pouvoir retrouver dans l'ensemble des diapositives et donc dans l'ensemble du cours les diapositives correspondantes. On a également dans les notes tous les commentaires qui sont faits sonores, qui sont retranscrits en texte. Voilà. On a... Merci. On a aussi dans certains cours, on a des vidéos en fait, qui pareil sont accessibles simplement en lecture, mais qui rendent du coup le cours et la formation plus interactives et peut-être un peu plus pratiques pour des cours comme la sécurité transfusionnelle ou même l'hygiène où la vidéo est intéressante. Donc, hein? Non. Je pense pas. Voilà. Donc en fait, là on a commencé le déploiement progressif. Donc concernant ce déploiement, en fait on rencontre chaque pôle un par un pour leur présenter le dispositif, pour leur présenter comment ça va fonctionner, les aider à planifier leurs agents. L'organisation des ETP. Oui, il y a, puisque je vous ai dit que pour certains grades, comme les infirmières, ça correspondait à un jour et demi de formation, la direction s'est engagée à donner des mensualités de remplacement pour pouvoir atteindre nos objectifs et former tout le monde sur 4 ans. Voilà, donc les moyens mis à disposition, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, la salle dédiée, avec la possibilité donc de faire ces cours ou en salle dédiée ou en interne dans l'unité ou bien sur poste de travail. Donc le déploiement, enfin si vous voulez, le déploiement va être significatif à partir de septembre, parce que là il y a les congés d'été, donc c'est très difficile de faire inscrire des agents sur ce temps-là. Au bout d'un an de rodage, bien entendu, il y aura de nouveau une phase de test pour voir où on en est. Il faut effectivement améliorer le support, et notamment le support pédagogique. En fait, l'amélioration, en plus, cette plateforme permet de faire une décorrection et c'est très réactif, quoi. C'est-à-dire qu'à la minute à laquelle on a fini la correction, sur toute la plateforme, le cours est modifié. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très souple. Voilà, bon, c'est ambitieux sur 4 ans, mais bon, je pense que la plupart des professionnels qu'on a rencontrés jusque-là étaient assez partenaires et assez intéressés par le dispositif. Voilà, on a fini notre présentation. Est-ce que vous voulez poser des questions ou on enchaîne comme vous voulez? Déjà, je voudrais vous féliciter de vous être adapté aux aléas du direct comme vous l'avez fait. Donc ça, c'est le premier des félicitations. Puis ensuite, sur l'avancée, c'est plus un projet, donc c'est une mise en phase. Donc là aussi, chapeau, parce qu'effectivement, 8 modules de formation, on est tous des professionnels de santé. Et quand dans nos hôpitaux, on arrive à en faire 1, 2, on arrive à 3, c'est déjà bien. Donc là, votre ambition est allée au-delà de pas mal de choses. Donc effectivement, vous allez être un peu, maintenant pour nous qui avons mis en place ce genre de choses à petite échelle,
dans notre focus et on va essayer de prendre exemple sur vous et voir un peu où vous en êtes et comment ça va avancer. Donc moi j'ai plein de questions, mais je préfère laisser quelques questions dans la salle si vous en avez. Bonjour. C'est une toute petite question en fait, c'est est-ce que, donc là on est sur un modèle de multimédia, est-ce qu'il y a quand même une petite ouverture, une petite possibilité d'être en lien avec un expert ou quelqu'un qui puisse renseigner si on veut creuser un des points, mieux comprendre ou par rapport à la situation qu'on peut vivre, que peut vivre l'agent sur son poste de travail. En fait, c'est très intéressant ce que vous évoquez parce que c'est peut-être, on n'en a pas parlé sur nos phases de test, mais effectivement, il y a une demande qui revient, c'est au moins la présence d'une possibilité de forum. Parce que ce qui manque dans cette méthode pédagogique, c'est un échange. Alors, et effectivement, c'est une fracture entre le présentiel où il y avait vraiment un échange, une construction collective. Là, effectivement, on est face à un écran et il n'y a pas cet échange qui est possible. Donc, nous sommes en train d'y réfléchir parce qu'on aimerait vraiment pouvoir créer un autre lien avec tous les liens qu'il y a déjà sur la plateforme en termes un forum qui puisse être effectivement lu et vu régulièrement par les experts, qu'il puisse y avoir éventuellement des échanges, des réponses à des questions. C'est peut-être, on aimerait améliorer ce point-là, mais jusqu'à maintenant, la plateforme Learneos avec laquelle on travaille ne l'avait pas prévu, si vous voulez. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un manque, certainement. Oui, moi je voulais justement réagir par rapport à cette question, effectivement. Donc on est sur un modèle e-learning qui paraît tout à fait intéressant en termes de transmission de connaissances et de, on va dire, évaluation des connaissances, mais la question qui me paraît importante, c'est par rapport au modèle de construction des compétences, puisque quand même on est sur le modèle soignant et donc le modèle des compétences nécessite effectivement une confrontation pratique. Donc je pense que cet outil forum est un outil qui me paraît absolument indispensable, mais je pense qu'on va dire au-delà. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour connaître l'outil, c'est vrai que c'est un outil qui est beaucoup plus adapté à un modèle e-learning, et peut-être moins dans les outils collaboratifs. Et je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui à penser le dispositif de formation en intégrant des outils de travail collaboratif. Hein. Ça me paraît vraiment quelque chose d'absolument indispensable pour travailler dans ce travail réflexif sur les pratiques, dans la possibilité effectivement de confronter les pratiques, d'échanger et de pouvoir, j'ai presque envie de dire, mutualiser un certain nombre de pratiques aujourd'hui existantes. Donc c'est un modèle qui paraît nécessaire à enrichir de ça. Bien sûr, et à évoluer. Sur d'autres thématiques, nous avons comme ça des formations où on a carrément fait un dispositif multiple, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'e-learning et après il y a une rencontre en présentiel. Voilà. Et on se rend bien compte que là, c'est le dispositif qui est très complémentaire et qui est très apprécié. Là, on part vraiment sur des connaissances de base. Hein. Ces thématiques-là, c'est vraiment, ça devrait être du prérequis déjà, ça devrait être de l'acquis. Donc, on se dit quand même que bon, voilà, c'est peut-être moins nécessaire de créer un espace échange, parce qu'on est vraiment sur des notions de base. Mais vous avez raison, il faut effectivement qu'on améliore ce dispositif à ce niveau-là. Voilà, bonjour, donc je me présente, je suis Martine Borin, je suis cadre de santé au départ, et je me suis orientée vers la formation depuis quelques années. Dans le cadre de mon exercice en formation initiale et en formation continue, j'ai été intéressée par tout l'aspect e-learning. Et donc à la Croix-Rouge, où je travaille aujourd'hui, et notamment à l'Institut de formation régionale de sanitaire et sociale, à Midi-Pyrénées, donc, j'ai déployé une plateforme de formation en ligne qui ensuite... Ah, vous voulez que je mette plus près, excusez-moi. Donc plateforme de formation en ligne qui ensuite a été déployée sur l'ensemble de la Croix-Rouge au niveau national et l'ensemble des 20 IRFS
donc 20 instituts régionaux de formation, ainsi que sur la formation des jeunes et des bénévoles. Voilà. Alors, j'ai répondu à une commande de Madame Cazelet qui me demandait de présenter le dispositif au service des étudiants. Donc, je me suis orientée sur deux aspects dans ce dispositif. D'abord, le regard des étudiants, vous présentez un petit peu le dispositif tel qu'il existe. Ensuite, le regard des étudiants sur ce dispositif. Alors, j'avais prévu de faire une enquête auprès des étudiants, mais pas aussi vite, pas aussi rapidement, donc je l'ai lancée très très vite. Et j'ai à peu près une promotion complète d'étudiants qui m'a répondu sur 3. Bon, mais ça nous donne déjà une idée de ce que peuvent penser les étudiants. Et ensuite, donc je vous montrerai comment les étudiants évaluent ce qu'on leur apporte, les idées qu'ils peuvent en avoir également pour la suite. Et j'essaierai de vous montrer aussi la place des formateurs dans l'histoire, puisque certes, nous sommes au service des étudiants, mais pour être au service des étudiants, il faut que chacun puisse participer et apporter son expertise. Voilà le contenu. Alors, je ne me trompe pas de flash. C'est bon. Alors, la Croix-Rouge a mis en place un dispositif varié, alors qu'il n'est pas extraordinaire. Il existe dans bien d'autres institutions. Nous avons nous avons donné aux étudiants la possibilité d'accéder à 2 ressources en ligne, à la fois pour la formation en langue, principalement l'anglais bien sûr, mais aussi d'autres langues s'ils le désirent. Un service de téléenseignement qui lui est assuré plus particulièrement par la faculté, puisque c'est le cadre de la formation ici avec le GCS. Des podcasts également de ces formations en téléenseignement. Une base documentaire Croix-Rouge, qui est une base documentaire nationale, qui existe maintenant dans tous les centres de documentation et d'information des IRFS de la Croix-Rouge française. Et enfin, un LMS, donc une plateforme de formation en ligne. Donc, un dispositif assez varié qu'on aimerait continuer à enrichir, et un dispositif varié qui nous sert, je vous le montrerai au fur et à mesure, qui nous sert aussi bien pour les formations initiales que pour les formations continues. Alors, intéressons-nous un petit peu à nos étudiants, parce que ça, c'est un des problèmes que j'ai rencontrés dès le départ. Nous avons des étudiants infirmiers, nous avons aussi des ambulanciers, nous avons eu des assistantes famille, des assistantes maternelles, nous avons des tuteurs en formation, etc. Donc, toute une série d'utilisateurs de cette plateforme. Et en règle générale, l'opposition que l'on me faisait, c'est « mais attendez, mais tout le monde n'a pas accès à Internet ». Voilà. Et en fait, on se rend compte, alors là, je vous montre les étudiants infirmiers, mais en fait, j'ai fait la même enquête il y a 2-3 ans sur les ambulanciers, les personnes qui venaient en formation pour devenir ambulanciers. Eh bien, ils avaient le même taux d'équipement. Donc, on a aujourd'hui des utilisateurs potentiels qui sont en formation initiale ou en formation continue, qui ont un accès Internet, qui ont un ordinateur personnel. Alors bien sûr, nos étudiants, eux, quand même, on peut remarquer que 27% de ceux qui m'ont répondu doivent quand même acheter un ordinateur, j'allais dire, pour cette formation-là. Donc 27% c'est quand même important, donc il faudra sans doute un jour aussi penser à une aide pour certains de ces étudiants qui peuvent avoir besoin, j'allais dire, d'un secours financier. Enfin, nous avons également une salle multimédia qui n'est pas énorme, étant donné nos locaux pour l'instant, mais qui quand même est utilisée, vous le voyez, à peu près par 13% de nos étudiants. Alors, bien entendu, ils vont sur Internet, puisque nous agissons beaucoup sur Internet, et ça m'intéressait de savoir s'ils y allaient régulièrement, et ce qu'ils y allaient faire. Parce que quand on construit des modules de formation continue, c'est la question à se poser. Que savent faire nos utilisateurs? Est-ce qu'ils savent ouvrir une vidéo? Est-ce qu'ils savent la lire? Est-ce qu'ils savent faire beaucoup plus que ça? Et vous voyez que, à peu près tous aujourd'hui, utilisent très largement Internet au moins une fois par jour, savent très très bien podcaster des vidéos, mais aussi de la musique, utilisent la messagerie en ligne de type MSN, Skype, etc. Voire font du microblogging, mais relativement peu encore chez nos
utilisateurs, chez nos étudiants infirmiers. Mais vous voyez, donc, ils savent utiliser tous ces sites, ils savent utiliser tous ces services Internet, ce qui veut dire que nous, on a aussi une bien plus grande liberté pour construire des modules multimédia et réellement multimédia. C'était le but de cette enquête. Alors, qu'est-ce que nous leur proposons? Donc, nous leur proposons une plateforme. Cette plateforme, elle est multisite, donc c'est une plateforme nationale et qui est ensuite déclinée dans 20 IRFs. 20 IRFs qui ensuite ont la possibilité de personnaliser leur site, et notamment parce que chaque IRFs a une identité très particulière. Nous n'assurons pas les mêmes formations, ni initiales ni continues, dans tous les IRFs. Donc il nous faut laisser la possibilité à chaque IRFs de témoigner de sa personnalité, de son activité. Cette plateforme, qu'en pensent nos étudiants? Donc ça, c'est une enquête que j'ai faite en juin. Voilà, pour eux c'était clair, c'est une utilisation extrêmement simple, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait choisi cette plateforme à la base, la plateforme d'Okeos, pour ne pas la nommer. Nous l'avions choisie parce qu'elle était simple d'utilisation. Et j'ajouterais qu'elle est aussi très simple d'utilisation pour les formateurs, donc ce qui est un énorme avantage. Vous le verrez après. Nos étudiants se connectent à cette plateforme, les étudiants infirmiers, au minimum, voilà, vous voyez, une fois par jour, à 20%, mais 3 fois par semaine facilement, plus rarement ensuite. Alors pourquoi ils ne s'y connectent pas plus fréquemment? Tout simplement, vous le verrez, du fait de ce qu'aujourd'hui nous avons mis en ligne. Mais si demain nous continuons à abonder cette plateforme avec des choses encore plus riches, je pense que la fréquence de connexion sera bien supérieure. J'ajoute que, bien entendu, nos étudiants ils sont surtout formés en présentiel et que cette plateforme n'est qu'un complément et une ressource complémentaire au présentiel. Donc, ce qui explique aussi qu'ils ne se connectent pas systématiquement tous les jours. Ce qui explique aussi l'usage de certains outils interactifs dont on reparlera. Alors, quels sont les services mis en place pour les usagers, que ce soit pour nos étudiants infirmiers ou que ce soit pour les personnes en formation initiale? Donc, des ressources pédagogiques avec des documents de cours téléchargeables sous format très divers, ça peut être du PowerPoint, ça peut être du PDF. Des compléments de formation très variés, ça peut être des cours, ce que l'on appelle alors, sur cette plateforme des cours auteurs, c'est-à-dire des cours créés multimédia, créés spécialement pour un contenu, sur le même modèle que celui qui vient de nous être présenté. Ça peut être aussi une bibliographie, une cytographie, ça peut être des articles en ligne, etc., ou un service de recherche en ligne, ou des propositions de recherche en ligne. Des outils d'auto-évaluation et d'auto-formation, à travers notamment des quiz, mais pas seulement des quiz, glossaires, etc. Et puis, beaucoup d'outils d'interaction et de collaboration. La possibilité pour eux de nous envoyer leurs travaux lorsqu'ils sont en stage, ça c'est très intéressant. Nous avons des étudiants qui maintenant partent en stage Erasmus. Depuis plus de 20 ans, nous avons des étudiants à la Croix-Rouge qui partent en Afrique sur leur temps de formation. Donc c'est intéressant pour nous de pouvoir les suivre de loin et de permettre qu'ils remettent des travaux en ligne. Un outil, alors qui est lui plébiscité, vraiment plébiscité par les formateurs, c'est l'outil Annonce. Puisque vous avez vu, nos étudiants ne sont pas obligés de se connecter tous les jours, mais les formateurs, eux, travaillent tous les jours. Et donc leur envoient des documents, ou bien les informent de rendez-vous divers, etc. Et ça, c'est un outil qui permet d'envoyer une information à un étudiant ou à un groupe d'étudiants par le formateur lui-même, à n'importe quel moment de la journée, qui arrive dans la boîte mail de l'étudiant. Ce qui explique qu'il n'est absolument pas obligé d'être en permanence sur cette plateforme. Les plannings en ligne, bien sûr, des mails, puisqu'on peut papoter avec nos étudiants qui, du coup, nous contactent très très facilement maintenant, et voilà, presque parfois trop. Forum, suivi à distance, bien sûr, notamment les suivis à distance de stage, suivi à distance éventuellement de mémoire également, à travers des outils qui peuvent être le chat, mais qui peuvent être aussi la visioconférence. Des wikis. Donc là, ça, c'est ce qui permet le travail collaboratif, parce que sur une page wiki, ils peuvent tous écrire de manière, comme sur Wikipédia, de manière très simple, sans être obligés de s'envoyer un document, le récupérer, le remplir, le renvoyer. Là, c'est directement en ligne, c'est très simple. Et ainsi, nous faisons participer les étudiants à la co-construction de leur savoir.
Nous avons parfois mené des cours pratiquement uniquement avec de la construction par les étudiants du contenu qui a ensuite été repris par les formateurs en présentiel ou dans des ateliers particuliers. Cytographie, etc. Je n'ai pas tout mis, mais je vous ai mis les outils essentiels. Que nous en disent les étudiants? Ils s'en servent comment? Alors, notre rêve à tous les formateurs, c'est de se dire qu'ils vont, avant les cours, aller regarder ce qu'on leur met en ligne de manière à mieux assimiler, etc. Alors, c'est notre rêve, ce n'est pas le leur. Eux, ils préfèrent comprendre, une fois que le cours a eu lieu, reprendre les cours, reprendre leurs notes et les enrichir, ou préparer leurs examens. Ils sont bien entendu sur des stratégies un petit peu différentes des vôtres. Quels sont les outils qu'ils plébiscitent? Bien sûr le planning, c'est tellement facile de savoir ce que l'on va faire demain. Les supports de cours, les QCM et les quiz, toujours parce que c'est mieux comprendre les cours, préparer les examens, et aussi, alors sans doute un petit peu moins, les annonces. Les liens Internet, j'ai été surprise, beaucoup moins, mais en fait, nous sommes devant une génération d'étudiants qui savent très très bien, ou qui savent assez bien, aller chercher sur Internet ce dont ils ont besoin. Donc je pense que de temps en temps, ils doivent se dire qu'on les prend un peu pour des ignorants, et que sans doute, ils en savent plus que nous à ce niveau. Quelles sont leurs attentes? Alors, ils ont des attentes fonctionnelles. Ils attendent des vidéos. Donc ça, c'est la partie suivante de notre élaboration de cours. Les podcasts de cours, ça, ils sont tout à fait d'accord, ils en aiment même encore plus. Donc on peut réfléchir aussi à podcaster les cours des formateurs infirmiers ou des intervenants, des spécialistes, qui viennent, des experts qui viennent pendant leurs cours. Les forums, pas tant que ça. Alors, je me suis posé la question et je me suis dit que peut-être déjà en présentiel, on leur propose beaucoup de travaux de groupe, et que de temps en temps, les travaux de groupe, si vous excusez mon expression un peu imagée, eh bien, ils en ont un petit peu par-dessus la tête. Donc les forums, bon, voilà. Par contre, bien sûr, des exercices, des compléments de cours, ça oui, pour comprendre, pour approfondir, ça c'est ce qu'ils attendent. Et quelques serious games, pourquoi pas. Donc ça aussi, ça fait partie des projets, n'est-ce pas, Borel. Voilà. Et comme nous sommes très intéressés à la Croix-Rouge par un mode d'apprentissage collaboratif, donc je leur ai posé la question de savoir s'ils aimaient les travaux de groupe et avec qui ils aimeraient construire des travaux de groupe. Et voilà, alors dans une même promotion, ils sont tout à fait d'accord, mais ils sont aussi ouverts à d'autres promotions et, très intéressant, aux autres formations paramédicales. Et ça, c'est très intéressant. Si nous voulons permettre et enrichir la collaboration dans les services, mais la collaboration qui démarre en formation initiale ou qui se poursuit en formation continue est à mon avis capitale. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on pourra leur proposer à l'avenir des choses de ce type. Et maintenant, je vous propose de vous parler de la place du formateur. Parce que le formateur, dans tout ça, il est quand même un rouage essentiel. Alors, petit détail, à l'heure d'aujourd'hui, à la Croix-Rouge française, pour même la formation continue, nous avons décidé de ne nous appuyer que sur de la formation mixte, présentielle, distancielle. À l'heure d'aujourd'hui, pas de formation strictement en distanciel, sauf, je crois, pour quelques formations pour les bénévoles, mais ce qui n'est pas que je connais moins bien. Alors, le formateur, il est quoi? D'abord, il est auteur de cours. Et je vous disais tout à l'heure, la plateforme Nucléos a cet avantage, c'est que mes collègues, très vite, ici sur les Pyrénées, on a commencé en 2008, se sont appropriés l'outil, construisent des cours en ligne, tout particulièrement des QCM, mais construisent des ressources pédagogiques. Et ça, c'est très intéressant, et bien entendu, proposent des contenus. Et en cela, les formateurs deviennent aussi des experts. Bien entendu, ils ne sont pas les seuls, on peut faire appel à des experts de la profession un peu différents, bien entendu, ou complémentaires, ô combien, ça c'est pas un problème. Mais le formateur, il est un auteur, il est un expert, il peut être un concepteur, c'est-à-dire qu'il va nous aider à concevoir la formation et la scénarisation pédagogique. Et bien entendu, il est un tuteur, puisque nous tenons beaucoup à cette notion de tutorat, de lien, notamment dans les intersessions de formation continue par exemple, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque nos étudiants sont en stage et pas sur le site.
Donc c'est aussi un tuteur et un guide qui va aider l'apprenant à construire son savoir. Comment créons-nous les ressources? Alors nous créons les ressources avec 2 maîtres mots: mutualisation, collaboration. Mutualisation, parce que nous avons une très ancienne habitude de la Croix-Rouge de mutualiser nos cours, nos compétences, nos ressources sur le site en question, par exemple un IFSI, une école d'assistance sociale ou même un IFS, mais nous mutualisons aussi nos ressources au niveau national. On a la chance de participer et d'être dans un organisme qui est sur la totalité de la France, qui a une richesse inouïe, donc il ne faut pas s'en priver. Donc nous sommes sur de la mutualisation des savoirs, des contenus, des ressources, des connaissances, des expertises. Et donc forcément sur la collaboration entre tous les formateurs, mais aussi avec les étudiants. Je vous ai parlé tout à l'heure de co-construction. Quand on veut construire un cours ou une ressource véritablement exactement sur le modèle qui nous a été présenté précédemment, à ce moment-là, nous mettons en jeu un certain nombre de ressources. Un référent e-learning. Alors un référent e-learning, c'est la personne qui, dans chaque institut régional, gère la plateforme, a une compétence en e-learning et éventuellement également une compétence de formateur. Ce référent e-learning est, je dirais, la compétence à la fois technique et à la fois pédagogique en termes de scénarisation. Les formateurs des IRFS, de toutes les structures des IRFS. On peut également faire appel, je ne l'ai pas mis là parce que je suis restée un petit peu plus sur la notion d'IRFS, mais on peut également faire appel aux experts des structures Croix-Rouge, puisque nous avons aussi des structures sanitaires, sociales et médico-sociales. Les étudiants et les stagiaires qui co-construisent, alors je vous donne un exemple, sur la plateforme régionale des formations tutorales qui regroupe plusieurs écoles sociales sur la région Midi-Pyrénées et qui est conduite par la Croix-Rouge en termes de pilotage. Nous avons mis en place un partage de connaissances des stagiaires entre eux sur les projets qu'ils construisent, etc. et ce sur plusieurs sessions. Donc ça c'est intéressant, il y a cette présence des étudiants et des stagiaires. Les formateurs donc, de toutes les régions, je vous l'ai dit, et au moins une conceptrice multimédia qui, à distance, nous aide à enrichir nos formations, nous donne des idées lorsqu'il nous en manquons, et puis elle va faire des choses que nous ne savons pas très bien faire, encoder les cours, faire du code pour que ce soit encore plus joli. Voilà. Et ce que nous, parfois, on fait de manière beaucoup plus légère, on va dire. Donc on a besoin d'autres compétences que des compétences strictement pédagogiques, bien sûr. La conception des ressources, c'est une conception qui est réalisée en groupe. Donc, scénarisation des cours. Il nous faut d'abord décliner les compétences que nous voulons atteindre en activités dans le cours, un quiz, un questionnaire, etc. Séquencer, évaluer, réaliser la ressource. On retrouve ce que vous présentiez tout à l'heure en fait. Et puis ensuite, proposer des sessions de formation adaptées. Et voilà. Et notre avenir, c'est renforcer cette co-construction et cette collaboration, parce que c'est ce à quoi nous croyons en termes de richesse, vraiment, de partage et de construction d'une base de données riche et qui soit diffusable. De nombreuses institutions, Croix-Rouge d'abord, bien sûr, vous vous en doutez. Voilà, merci de votre attention. Ça me fait d'autant plus plaisir de retrouver Martine 25 ans après, presque, parce que voilà, elle a gardé ce sens de la rigueur et de l'éternelle envie de progresser et d'avancer. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur l'e-learning par rapport aux étudiants? Oui. Là, ce serait plus par rapport au côté formateur. On parlait d'utilisation des ressources au niveau régional ou national. Comment ça se passe au niveau des droits d'auteur? Alors, peut-être. Mais je vais m'asseoir, comme ça vous n'aurez pas. Voilà, c'est ça pour ça. Voilà. Je me permets, monsieur? Très bien. Voilà.
Par rapport aux droits d'auteur, justement, alors ça c'est une question qui, moi, pour ma part, me turlupine depuis déjà, depuis le début, hein, depuis 2008. Et en fait, nous sommes en train de travailler avec le service juridique de la Croix-Rouge. Alors j'en suis désolée. En tout cas, pour les salariés de la Croix-Rouge, tout ce qui est construit dans le cadre de nos heures de travail appartient à la Croix-Rouge. Donc là, les droits d'auteur, voilà, ils seront très simples à trouver. Et ensuite, je n'ai pas encore la réponse et le cadre juridique qui va être posé par notre service juridique. Mais bien entendu, c'est l'un des premiers éléments à mettre en place quand on fait ce genre de... quand on diffuse. Puisque pour l'instant, on est resté beaucoup sur les formations initiales. Maintenant que nous passons sur les formations continues, nous sommes en cours de construction et de co-construction au niveau interrégional de modules de formation continue. On est en train de travailler sur 5 thématiques, donc ce qui veut dire pas mal de modules derrière. Voilà, on ne pourra pas, bien entendu, développer, enfin je dirais même diffuser ces modules sans que nous ayons réglé ces problèmes-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse précise parce que ce n'est pas moi qui la détiens. Est-ce que tout peut passer par e-learning? Je le pose tout type de matière. Non. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont absolument exclus? Alors, je ne vais peut-être pas répondre tout à fait comme ça, et je ne vais pas faire un listing de ce qui n'est pas transformable en e-learning. Par contre, voyez-vous, nous sommes très attachés, par exemple, à la Croix-Rouge, à une pédagogie autour de l'analyse de pratique. Alors, je dis la Croix-Rouge parce que j'y suis, hein, mais je sais que nous ne sommes pas les seuls. Hein. De toute façon, la formation des personnels sanitaires et sociaux s'appuie de plus en plus sur la notion de compétences, de pratique, de professionnalisation, d'analyse de pratique. Il est évident que, bien sûr, on peut mettre en ligne et faire un travail collaboratif, par exemple, autour d'une analyse de pratique. Mais au bout du compte, il y a un moment où il faut se retrouver en face à face, pouvoir partager et pouvoir, comment je dirais, répondre de manière directe à ce type de travail. Voilà, moi, ça, par exemple, me semble intéressant. Après, honnêtement, là, comme ça, je n'ai jamais réfléchi en me disant, est-ce que ce n'est pas possible de mettre quelque chose en ligne? Je crois que c'est un problème, ensuite, de conception pédagogique, me semble-t-il. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Nous allons passer à la prochaine intervention, Lisette Cazolet. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ce que j'appellerais une première synthèse d'un travail qui fait suite à un séminaire que l'on a intitulé « Comment intégrer le référentiel C2I niveau 1 dans le parcours des formations paramédicales ». Alors, je vais donc vous présenter quelques mots pour expliquer pourquoi l'association a été amenée à faire cela. Donc, l'association qui existe depuis 2003 a comme slogan, entre guillemets, réseau d'échange et formation en ligne des personnels du secteur de la santé. Et c'est vrai que ce travail, effectivement, et ces missions d'association à travers le site portal, d'une part, à l'aide d'informations, les webconférences, les groupes de travail que nous organisons, nos colloques annuels, les journées régionales, dont celles de Midi-Pyrénées font partie, les partenariats que nous tissons avec différents acteurs, les actions de formation continue que nous menons, nous ont amené, si vous voulez, à évaluer un certain nombre de besoins concernant la formation et nous avons, je dirais, un travail de veille assez important, que ce soit sur le domaine de la e-santé, raison pour laquelle nous sommes ici, bien sûr, mais aussi dans tout ce qui se passe au niveau universitaire. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, ce que l'on constate dans la mission de veille que nous avons en tant qu'association, avec ces missions que nous sommes données, c'est le décalage que nous constatons entre, bien sûr, le développement de la e-santé, ce que vous avez pu voir à travers cette journée, cette université d'été, et puis les compétences actuelles des professionnels de santé. Aujourd'hui, on a effectivement un programme hôpital numérique qui, de 2012 à 2015, va permettre de développer encore et d'accélérer le déploiement des solutions numériques au sein des hôpitaux. Ce
programme Hôpital Numérique a défini un levier autour des compétences et de la formation à travers le module obligatoire de formation au système d'information. Et puis on a un référentiel de formation donc, qui a été depuis 2009 mis en place et qui, paradoxalement, n'a prévu que 25 heures de formation aux méthodes de travail TIC au premier semestre de formation pour les étudiants infirmiers en particulier. Donc là, il me semble qu'il y a un décalage entre un programme numérique et un référentiel actuel de formation d'une part. D'autre part, ce que l'on constate aussi, c'est... Un autre élément aussi, c'est le décalage entre le développement de la culture numérique, les formations et certifications que l'on retrouve au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que tous les étudiants aujourd'hui inscrits à l'enseignement supérieur bénéficient de formations pour renforcer leur culture numérique et leur compétence en informatique Internet, et notamment par l'incitation à préparer et valider le certificat informatique Internet pour tous les étudiants inscrits à l'université, et bien sûr, toujours ces 25 heures offertes aux étudiants infirmiers qui, pourtant, sont bien dans un dispositif qui s'inscrit dans un parcours LMD. Donc ce décalage me paraissait assez important, d'où l'intérêt porté au référentiel C2I et l'initiative que nous avons prise récemment d'organiser un séminaire de travail pour réfléchir avec un certain nombre de partenaires et d'acteurs sur comment faire évoluer les choses et arriver à intégrer ce référentiel. Donc nous avons consulté pour cela l'association, l'ANDEP, qui est une association nationale des directeurs des écoles paramédicales, le CEFIEC, qui représente les écoles, effectivement, les IFSI, les instituts de formation de cas de santé, les instituts de formation des aides-soignants et des instituts de spécialité, et puis la FNESI, qui est aussi une association d'étudiants en soins infirmiers. Nous avons aussi mis dans le coup, j'ai presque envie de dire, informé le ministère de la Santé, la DGOS qui est responsable du programme Hôpital Numérique, la DRH aussi qui est là, la conseillère pédagogique nationale qui a apporté le soutien à cette initiative. Et puis nous avons aussi informé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur les acteurs qui s'occupent de la cellule ETIS au niveau donc de l'enseignement supérieur. Et à partir de ces éléments, nous avons proposé ce séminaire. Alors ce séminaire de travail, effectivement, il s'est déroulé le 14 et 15 juin dernier, donc c'est tout frais. Nous avions défini plusieurs objectifs à ce séminaire. Pour les participants, nous avons proposé d'abord une découverte, puisqu'on se rend compte que beaucoup de formateurs ne connaissent pas ce dispositif proposé dans le cadre de licence aux formateurs, et découvrir un nouveau référentiel, puisque ce référentiel qui existait depuis 2002, en fait, a évolué en 2011, donc il y avait un nouveau référentiel. Pardon. Approfondir la compétence numérique aussi et clarifier ce qu'est la compétence numérique à travers ce référentiel C2I. Identifier aussi comment ce dispositif est construit dans les universités, et du coup, comment on pourrait l'intégrer dans le référentiel de formation en soins infirmiers notamment, mais aussi dans d'autres formations paramédicales. Et puis, l'idée était que ce séminaire pourrait servir de support pour élaborer un document d'accompagnement qui pourrait servir ensuite à être diffusé pour les instituts qui pourraient être intéressés par cette démarche. Alors, 22 participants se sont inscrits à ce premier séminaire, on va dire. Parmi ces participants, on avait un directeur d'institut de formation. J'ai marqué 2 parce qu'il y en a un qui nous a accueillis mais qui n'a pas pu rester tout le temps, qui s'était présenté à un moment donné. Des formateurs qui étaient largement majoritaires dans le groupe, formateurs en soins infirmiers, formateurs en institut de rééducation ou en formation de manipulateur électroradiologie. On avait des responsables, chefs de projet multimédia, qui étaient soit des formateurs, je dirais tels que Martine, puisque Martine, qui vient de s'exprimer, a participé à ce groupe de travail, soit un institut de formation, soit en université, puisqu'on avait donc un responsable d'université appartenant à une cellule multimédia. On avait des documentalistes, des informaticiens, et puis des étudiants qui représentaient la physique, qui ont participé à ce premier séminaire. Alors la démarche a été bien sûr de clarifier à partir de ce référentiel, bien prendre connaissance de ce référentiel,
partager les pratiques qui ont commencé à être initiées par certains instituts dans certaines régions pour introduire des contenus de ce référentiel et même des démarches de certification des étudiants, et puis des ateliers qui avaient pour but effectivement de faire des propositions sur comment intégrer ce référentiel dans le référentiel de formation. Donc ce travail s'est déroulé. Alors, quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas trop le référentiel. Donc aujourd'hui, on est sur un référentiel qui doit se mettre en place à la rentrée 2012. Hein, donc on n'est pas très en retard, on prend un peu le train en marche, mais en même temps, on entraîne quand il est important. Donc il y a aujourd'hui, les universités ont pour mission aujourd'hui de mettre en place ce référentiel à partir de la rentrée 2012. Mais si on regarde le déploiement antérieur, le premier référentiel, effectivement, qui a été publié, je dirais, à partir de 2002, qui a été expérimenté en 2003, a mis 5 ans à se mettre en place. Hein, donc on peut dire qu'effectivement, on arrive dans une phase où il est temps de s'y mettre. Alors, quelques mots sur ce référentiel aujourd'hui. Donc, la circulaire dit en fait un seul certificat avec 2 niveaux. Hein. Un niveau 1 qui se passe en licence et un niveau 2 qui se passe en master, le plus souvent. Aujourd'hui, il y a 5 certificats C2I dans des spécialités, parmi lesquelles le C2I enseignant et le C2I métier de la santé, à côté bien sûr métier d'ingénieur, du droit et de l'environnement. Donc pour ceux qui nous concernent, pour les formateurs dans le domaine des soins, on a 2 référentiels qui peuvent vous intéresser, celui des enseignants et le métier de la santé. Alors, ce nouveau référentiel aujourd'hui comprend, développé sur 5 domaines et inclut 20 compétences. Alors, ces 5 domaines nous ont servi, je dirais, d'axe de travail au cours de ce séminaire. Un premier domaine qui est travailler dans un environnement numérique, et on a vu tout au cours de la journée combien l'environnement numérique, le personnel de santé est en pleine évolution et se renforce encore. Donc, comment préparer les étudiants à travailler dans un environnement numérique pour leur formation, mais de même dans le travail, bien sûr. Être responsable à l'heure du numérique, et quand on voit tous les problèmes de sécurité, de tout ce qui a été abordé au cours de cette journée et ce qui a été dit dans le précédent atelier, on voit effectivement l'importance de la responsabilisation des étudiants qui ne vont pas utiliser effectivement informatique et Internet comme ils le font chez eux avec pratiques, je dirais, domestiques, mais des pratiques professionnelles. Hein. Donc, comment préparer les étudiants à devenir des professionnels avertis pour des usages professionnels du numérique. Troisième type de domaine, produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques en respectant bien sûr un certain nombre de règles d'usage. Et donc c'est un domaine effectivement dans lequel, je dirais, ils sont suffisamment armés pour la plupart. Beaucoup d'étudiants, ça manie beaucoup d'outils effectivement numériques. Mais là aussi, toujours, comment leur permettre de produire des documents qui soient professionnellement acceptables et compatibles avec les normes de présentation, les chartes qualité, etc. Organiser la recherche, et là aussi, dans l'initiation à la recherche auquel les étudiants sont formés, comment leur permettre d'être plus performants dans la recherche, plus efficaces, pour pouvoir effectivement produire des travaux dignes de ce nom en s'appuyant sur des travaux existants et pouvoir aussi diffuser la recherche pour ceux qui commencent effectivement à produire des travaux. Et puis bien sûr, travailler en réseau. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de l'utilisation de Facebook, on a vu, effectivement, les étudiants demain auront à travailler en réseau professionnel, hein, communiquer, à collaborer. Et donc là aussi, comment utiliser ces outils collaboratifs et se préparer à travailler dans ce monde professionnel qui impose de travailler en équipe et en réseau, en territoire de santé, etc. Donc c'est à partir de ces 5 domaines de compétences que nous avons particulièrement travaillé. Alors, quelques mots rapides pour parler du dispositif. Aujourd'hui, ce dispositif existe dans l'université avec 3 étapes. Une étape de positionnement, puisqu'il existe effectivement une plateforme nationale de positionnement. Donc les étudiants ont la possibilité, vous avez la possibilité de façon anonyme de faire un test de positionnement sur le référentiel du C2I. Donc aujourd'hui, il est souhaitable d'aider les étudiants et de les amener à se positionner
en début de formation, le plus tôt possible aussi. Ils ont, je dirais, normalement 3 ans pour se former, puisque le C2I est donc prévu sur LE1 à LE3. Donc là aussi, certaines universités vont accélérer le processus, d'autres vont le faire sur 3 ans. Donc en fonction du positionnement et des prérequis, les étudiants peuvent valider leur C2I au premier semestre, ou bien au dernier semestre de leur licence pour ceux qui ont besoin de plus de temps ou qui avaient d'autres priorités en formation. Donc il y a une certaine latitude, je dirais, pour faire la formation et pour passer la certification. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun caractère obligatoire pour les étudiants inscrits à licence de certifier le C2I. Par contre, il y a obligation pour les universités de proposer aux étudiants une formation au C2I. Donc aujourd'hui, on est sur ce dispositif. Et donc c'est un peu dans cet esprit, si vous voulez, que nous avons travaillé. Alors, quelques mots, mais rapides, sur le C2I niveau 2, puisqu'ils peuvent vous concerner aussi. Donc dans le C2I niveau 2, aujourd'hui, on a 3 domaines qui sont transversaux et qui sont communs à tous les référentiels C2I niveau 2. Donc qui sont connaître et respecter les droits et obligations liés aux activités numériques en contexte professionnel. La question sur le droit d'auteur rejoint tout à fait cette question-là, cette compétence-là. Maîtriser les stratégies de recherche, d'exploitation, de valorisation de l'information numérique. Pardon, il y a eu un problème de coquille. Organiser des collaborations professionnelles avec le numérique. Ça, c'est 3 compétences transversales, je dirais, à tous les métiers. Et puis, il y a des compétences plus spécifiques pour les métiers. Là, je vous mettrai celles qui concernent les métiers de la santé. Donc, dans les métiers de la santé, on a maîtrisé le système et le traitement de l'information de santé. Depuis ce matin, on en parle dans nos ateliers. Gérer et diffuser les connaissances en santé. Recueillir, archiver les données des systèmes d'information de santé. Maîtriser les outils décisionnels de pilotage dans les systèmes d'information de santé, la communication des données dans les systèmes d'information de santé et s'initier au logiciel métier en santé. Donc ces compétences-là, bien sûr, vous allez dire, mais elles peuvent concerner les étudiants en formation initiale. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans la formation initiale sur les infirmiers, on peut dire, ou dans les formations paramédicales plus largement, on peut dire bien sûr qu'on peut avoir comme référentiel le niveau 1, mais on peut aussi anticiper des apports et des éléments pour le niveau 2. On pourrait dire effectivement, l'idéal, ça serait de pouvoir préparer les étudiants pour qu'en formation continue, ils puissent valider le C2I niveau 2 ou dans d'autres cursus de formation qui, j'espère, se développeront. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce référentiel niveau 2 dans pas le niveau et se dire que c'est vers cela et vers ces compétences-là qu'on peut amener les étudiants à travailler. Alors, c'est un peu dans ce sens que nous avons travaillé. Et, pardon, je reviens là-dessus. Alors, au niveau du séminaire, nous avons proposé plusieurs étapes de travail. Après avoir présenté, bien sûr, ce référentiel, nous avons réfléchi en groupe sur les enjeux de cette formation au C2I. Pourquoi il peut être important de préparer les étudiants dans ce sens. Et nous avons pu partager quelques expérimentations qui commençaient à se mettre en place dans les instituts de formation. Alors ça allait depuis des instituts qui avaient mis en place un travail dans un domaine plus spécifique de compétences, jusqu'à la présentation d'une expérience qui pour l'instant est unique en France, en tous les cas en termes de référentiel du C2I, même si je sais que dans la région Pyrénées, c'est bien avancé, peut-être que Madame, vous en direz un peu plus, Madame Borel. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut de formation de Rennes, de rééducation de Rennes, est pour l'instant le seul centre certifié, je dirais, au niveau national pour certifier les étudiants en rééducation. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été une autre expérience présentée, donc on avait des expériences à plusieurs niveaux, et puis bon, une région aussi avec un partenariat universitaire très fort, en région Basse-Normandie, qui a été partagée. Donc des expériences assez intéressantes, et puis des participants, bien sûr, qui ont pu partager ce qui était fait. Alors, comment nous avons pu travailler? Alors, on a travaillé dans un premier temps à partir du guide d'accompagnement qui est proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce guide, effectivement, qui est proposé, nous avons, par atelier, travaillé là-dessus, sur
quelles sont les attitudes et les savoirs à développer dans le contexte des formations paramédicales. Donc, pour chacun des domaines, en utilisant ce document d'accompagnement, on a approfondi ces questions d'attitude et de savoir à développer davantage. Ça a été un premier atelier. Un deuxième atelier en cours, toujours par domaine de compétences, où on a pu faire le lien entre chaque domaine de compétences du C2I avec le référentiel de compétences du référentiel de formation en soins infirmiers notamment, et avec les UE correspondants. Donc on est parti, si vous voulez, des différents supports et on a proposé des contenus, des modalités qui pourraient permettre d'intégrer le C2I dans le référentiel de compétences. Alors au départ, la crainte des formateurs présents, c'était de dire on va alourdir le programme. Et puis, en fait, on s'est bien rendu compte qu'il y avait déjà des choses faites, qu'il y avait déjà beaucoup de choses faites. Donc ça, mais on le formalise davantage, donc le fait de le mettre en relation permet de le formaliser d'une part, et d'autre part, l'idée aussi, c'était de pouvoir davantage aborder. Alors moi je vais donner un exemple dans lequel j'ai travaillé, qui était être responsable à l'heure du numérique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de notions autour de l'identité numérique, autour de tout ce qui concernait effectivement la sécurité des systèmes d'information, l'accès au droit. Et donc tous ces éléments, en fait, on a très bien pu les tricoter avec tout ce qui se travaille aujourd'hui au niveau de la responsabilité professionnelle. Et on est allé jusqu'à faire des propositions, jusqu'à l'évaluation sommative des étudiants. Comment intégrer les questions en lien avec le référentiel du C2I et comment pouvoir aussi intégrer cela dans les critères d'évaluation d'une part, mais aussi dans la répartition du point et attribuer, valoriser quelque part l'acquisition des compétences. Et on a effectivement aussi fait des propositions pour travailler sur la préparation du dossier numérique de compétences, puisque la validation du C2I se fait avec une partie théorique qui est un QCM, qui porte en transversal sur les 20 compétences. Donc il faut valider chaque domaine de compétences, il n'y a pas de cumul entre les domaines de compétences, donc il faut que les étudiants valident cela par le QCM d'une part, et d'autre part, il y a un dossier numérique de compétences, c'est-à-dire que les étudiants doivent faire la preuve à travers un certain nombre de preuves de compétences et constituer pour cela un dossier de compétences. Alors ce dossier de compétences doit être repéré que c'est le portfolio, donc on est bien sur le modèle portfolio. Et donc l'après-midi du dernier jour, nous avons travaillé sur le concept du e-portfolio. Et donc nous avons pu présenter plusieurs modèles de e-portfolio, notamment un portfolio qui aujourd'hui est pas mal utilisé à l'université, qui est Mahara, et du portfolio. Et puis on a vu comment dans une plateforme de formation, on pouvait créer un portfolio aussi, qui pour l'instant, est peut-être un peu sommaire, mais qui pourra s'enrichir effectivement. Donc sur la base de ce modèle portfolio, on a vu quel intérêt ça pourrait avoir effectivement, que les étudiants au fur et à mesure de leurs 3 années de formation constituent leur portfolio numérique et fassent la preuve de tous leurs travaux. Alors ça peut être des travaux faits pendant leur formation, mais ça peut aussi être des travaux faits en dehors de leur formation. Des étudiants qui font du montage vidéo, qui ont un blog éventuellement, ou qui ont des usages, qui ont une qualité professionnelle, peuvent tout à fait faire valider ces compétences-là dans le cadre d'un dossier numérique. Alors, quelle est la synthèse et la suivi de ce séminaire de travail? Donc, la production des travaux, elle reste encore à finaliser. Donc, on a pour cela mis en place un espace de travail collaboratif pour tous les participants du séminaire. Donc, cette plateforme, qui est la même que celle qu'utilise Acropole, qui est Dokeos. Donc, on a un espace commun dans lequel on a mis en place déjà tous les travaux qu'on a produits. Ces travaux doivent être finalisés. Donc, on s'est donné rendez-vous pour une journée supplémentaire de travail en septembre. Entre-temps, il y aura des travaux avec la webconférence, de façon à ce que les groupes continuent à produire et à alimenter le travail fait, de façon à ce qu'en septembre, on puisse finaliser ce travail. Et on a prévu, puisqu'il y a déjà plusieurs personnes qui n'avaient pas pu se libérer pour juin, un deuxième séminaire de travail qui sera prévu en octobre également. Donc les dates restent encore à fixer, mais on a déjà prévu l'échéance d'octobre. Alors, à l'issue de ces 2 groupes, il sera proposé un guide, un livre blanc, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, tout dépend un petit peu de moi. Dans tous les cas, l'idée c'est que ce guide et ce livre blanc, on le soumettra à la consultation de tous ceux qui voudront le consulter et donner un avis dessus et voir l'enrichir éventuellement.
On a prévu, et là moi je m'engage publiquement devant personne, de publier ce livre blanc donc janvier 2013, pardon, et puis de le présenter à notre prochain colloque auquel nous nous invitons à participer. Donc il se passera le 12 et le 13 février 2013. Un projet de site internet aussi pour accompagner ce travail aussi. Ce site internet pourra servir de support à la fois pour la diffusion des travaux, du livre blanc, de liens, de ressources numériques qui pourront éventuellement servir à tous les instituts qui seront intéressés pour mettre en œuvre ce type de formation. Alors, la question de la certification a été largement débattue, vous le comprenez. On a volontairement, bien sûr, on l'a abordé cette question, mais on ne l'a pas traitée, puisqu'il appartient à chaque institut, à chaque région, de négocier avec un partenaire universitaire les modalités de mise en place de la certification, sachant que la formation, elle appartient à chaque institut. Donc, il est clair que les instituts ont à réfléchir effectivement. Aujourd'hui, chaque institut a la possibilité de mettre en place la formation C2I, mais bien sûr, pour que les étudiants puissent avoir une certification et puissent valider la formation, il y a bien sûr nécessité que ça passe par le label universitaire. Donc, les universités aujourd'hui travaillent là-dessus. Donc, il y a un travail de fond à faire par les régions. Et je crois que peut-être Mme Morel pourrait nous dire ce qui est peut-être en cours. En région Midi-Pyrénées, c'est vrai que cette question a été évoquée dès le partenariat avec l'université, donc ça fait 3 ans. On a fait le choix d'avoir la même attitude avec l'ensemble des étudiants de la région, c'est-à-dire que c'est un objectif à atteindre et ça sera même avec une participation même de l'université dans le cadre du plan de réussite en licence. C'est un des axes du plan de réussite en licence qu'on a choisi. Mais on souhaite que l'ensemble des étudiants de la région aient la possibilité d'obtenir ce certificat, tous. Donc, tant que nous ne sommes pas encore tous équipés avec une plateforme digne de ce nom, on ne peut pas le proposer de manière efficace. Par contre, on travaille quand même des choses en vue de cette obtention, de cette finalité-là. Au niveau des unités d'enseignement, comme vous l'avez dit, dès le premier semestre, elle est identifiée en tant que telle, mais ces pratiques-là se continuent sur les autres semestres, dans d'autres unités d'enseignement et avec d'autres travaux. Il n'y a pas que les 25 heures qui sont consacrées à ça, parce qu'effectivement, ce serait un peu léger, sachant que quand les étudiants sont en stage aussi, ils sont confrontés, dans le cadre des stages, à l'utilisation de certains outils, dans le cadre de l'information et des dossiers patients, etc. Donc il y a quand même un travail de fond qui se fait. La région, le conseil régional va participer bien entendu à ces équipements-là. On est en période d'appel d'offres par rapport au choix de la plateforme qui sera retenue, en sachant qu'il y a 2 instituts, 2 grands groupes, je dirais, sur la région Midi-Pyrénées qui sont déjà dotés d'une plateforme. On l'a vu, le CHU et la Croix-Rouge. Donc l'objectif pour l'ensemble des autres IFSI, c'est de pouvoir bénéficier d'une plateforme qui soit compatible avec les autres. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est que ça serve de réseau et qu'il y ait, on est dans une harmonisation, on est dans une mutualisation de ressources, etc. Donc il est hors de question, et la région en plus qui est très sensible, et l'université aussi, à ce que ça serve de maillage justement et que l'ensemble des étudiants, où qu'ils soient, puissent bénéficier des mêmes apports et des mêmes outils. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans, bon, ça va prendre jour. Alors, moi, ce qui me paraît peut-être intéressant par rapport à ce que vous dites, et le point de vue des étudiants qui représentaient la FNESI, puisqu'on avait la présidente et le secrétaire général, c'est que les étudiants souhaitent vraiment qu'on leur impose pas le C2I, pas plus qu'on l'impose aux étudiants. C'est-à-dire qu'on leur permette, qu'on leur donne les moyens, c'est-à-dire qu'en fait, comme à l'université, les instituts ont obligation de donner les moyens aux étudiants, mais qu'on ne leur impose pas. Obligatoire, on ne peut pas. Je prends une autre question. Je ne sais pas si ça serait... Si, il y a peut-être un tour de questions. Donc, Guy Marty, je suis chargé de mission système d'information à l'ERAS Midi-Pyrénées. Je m'occupe du programme Orbital numérique. Donc, dans le programme Orbital numérique, un des axes, il y a un axe compétences.
Et donc nous sommes en train de construire la déclinaison régionale de l'hôpital numérique. Alors on se posait des questions sur comment intégrer cette compétence dans la formation initiale et dans la formation continue. Sur la formation initiale, je pense que je vais mettre des guillemets, le travail est quasiment fait. On entérinera ça. La question, c'est comment ça se passe pour la formation continue. Après, ce que je trouve intéressant dans le certificat des compétences informatiques et Internet, vous avez un niveau 2 spécialisé santé, et je suis assez embêté que le niveau 2 spécialisé santé soit réservé au master. Est-ce qu'il serait intéressant de ramener des éléments, voire toute la partie santé, vers au moins les infirmières Tout ça a été vu dans ce sens-là. Voilà, Oui. c'est parce que là, le sens du travail qu'on a fait aussi. est très Mais important. dans le premier travail qu'on a fait sur le référentiel, on a bien vu chaque fois qu'on préparait le niveau 2, et c'est-à-dire qu'il y a des éléments du niveau 2 qu'on intègre déjà dans le niveau 1. Et je crois que si vous voulez, ce qu'il faut même savoir dans l'historique du niveau 2, ça a été fait au départ pour les médecins. Donc le premier niveau 2 a été fait pour les médecins, et Pierre Gillois, qui est venu présenter le référentiel C2I niveau 2 dans notre dernier colloque, effectivement, l'a dit clairement. Je crois qu'au départ, ça a été fait pour les médecins. Depuis maintenant 3 ans, depuis 2009, ça a été ouvert à la formation continue, mais pendant un temps, c'était un petit peu un domaine un peu réservé. Donc maintenant, c'est ouvert à la formation continue. Alors nous, ce qu'on préconise, effectivement, c'est que ce soit démarrer dès la formation initiale, puisque on voit bien qu'il y a un parallèle entre les compétences, les 5 domaines de compétences et puis les domaines de compétences du niveau 2. Donc on peut très bien faire un pont, et je crois qu'au niveau des contenus, il appartient aux instituts de préparer lorsqu'on travaille la sécurité, toujours la mettre dans le contexte de l'hôpital, et on ne va pas aborder la sécurité en général, mais voilà. Et dans le dossier numérique de compétences, il appartient aux étudiants, effectivement, de travailler. C'est-à-dire quand on va travailler la Word, on ne va pas travailler Word pour un exercice de style, mais on va travailler Word avec des protocoles de soins, par exemple. On va faire des protocoles de soins, on travaille des documents qualité de soins, etc. Donc on va, les activités, si vous voulez, concernant les compétences, vont pouvoir être travaillées dans le domaine de la santé. Donc je pense que les étudiants, ils auront peut-être pas leur niveau 2 en première année, enfin en licence, mais ils auront en tous les cas les bases pour pouvoir continuer, valider le niveau 2 en formation continue, en tous les cas on peut l'espérer. Mais c'est vrai qu'il appartient, je pense, aux établissements de réfléchir comment en formation continue ils peuvent donner accès au personnel pour préparer le niveau 2. Et nous on est en train, là on a fait des propositions au niveau du ministère et au niveau du CFF aussi, pour que le référentiel du niveau 2 soit intégré dans la formation des cadres de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme en cours de préparation pour les cadres de santé. Il nous paraît absolument indispensable que les cadres de santé demain puissent, selon leur filière et leur choix professionnel, soit valider le C2I unité de la santé pour ceux qui vont s'orienter vers une fonction d'encadrement des services de soins, soit vers un C2I enseignant pour ceux qui vont s'orienter vers une fonction de formateur. Voire à la limite les deux pour ceux qui voudraient valider les deux. Donc ça nous paraît vraiment être une recommandation pour la réforme en cours au niveau de la formation des cadres de santé. Mais en même temps, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est qu'au niveau de la formation des directeurs de soins, parce que là aussi il y a un manque important, aujourd'hui il n'y a pas de formation système d'information dans la formation des directeurs de soins. C'est quelque chose qui est très très léger. On parle effectivement de l'informatique, mais pas forcément de la gestion du système d'information. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans les équipes pédagogiques et au niveau des directeurs d'instituts, je pense qu'il y a effectivement une difficulté à s'intégrer. Et la question des outils que Mme Borel évoque est une réalité, je crois. Aujourd'hui, il faut quand même, quand on voit l'état des lieux de certains instituts, je pense que Midi-Pyrénées n'est pas le moins bien doté. Mais si vous voulez, au cours du séminaire, certains formateurs nous ont décrit des situations à vous faire pleurer. Non mais c'est vrai, moi je travaille avec des instituts de formation, il faut voir les équipements obsolètes qu'ils ont. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même des contraintes qui rendent difficile effectivement cela. Je suis désolé, Présidente, parce que je n'ose pas trop lui couper la parole parce qu'après je ne suis pas payé, donc automatiquement j'essaie de faire tout ce qu'il faut. En tout cas, je tiens à remercier les 5 intervenantes pour la qualité et surtout la complémentarité vraiment de ces interventions, parce qu'on a pu mesurer le e-learning au travers des professionnels de santé
grâce à vous, celui au travers des étudiants, grâce à Martine, et puis on a pu avoir cette synthèse grâce au C2I présenté par Lisette. Merci à tous en tout cas.